Notre agenda en globalement 5 parties. On va vous présenter les concepts généraux de cette Power Platform et du low-code qui va nous permettre en fait de relever les défis actuels de la transformation digitale. On passera ensuite la parole à Pierre qui nous fera une présentation de la manière de réaliser donc, des apps et des automatisations montrant cette promesse de cette Power Platform, cette promesse de simplification. On va voir ensuite qu'on a des cas d'usage partout, dans toutes vos divisions, dans tous vos métiers, et que cette Power Platform va vous permettre de digitaliser encore plus de cas métiers. On verra ensuite comment Prodware peut vous accompagner et on répondra à vos questions. Ce que je vous propose, s'agissant des questions, c'est que au fil de l'eau, vous n'hésitiez pas en fait dans le chat à nous poser en fait vos questions. On va les collecter et durant ce moment de questions-réponses, nous tenterons de répondre à ces questions. Relever les défis de la transformation digitale grâce au low-code. Aujourd'hui, on doit accélérer notre transformation digitale. On a des enjeux business et IT. Aujourd'hui, on se doit d'aller plus vite dans un contexte économique, dans un contexte business difficile. Donc, on doit, je dirais, faire plus, malheureusement, avec peut-être moins de moyens et moins de temps. Ces transformations, elles touchent tant, je dirais, de la digitalisation, peut-être de processus un peu plus back-office, mais surtout de la transformation de processus business, de se servir de cette transfo digitale pour faire évoluer vos métiers, pour faire évoluer votre chiffre d'affaires, évoluer vos propositions de valeur. Cette transformation numérique, elle doit nous servir aussi à nous simplifier dans nos organisations. Simplifier parfois des processus qui sont complexes entre humains. On va faire interagir parfois dans un même processus plusieurs départements, peut-être un mix, département métier informatique, voire avec du papier. Il faut qu'on se simplifie et il faut qu'on accélère. Et ces enjeux business, doivent être servis par l'IT. Et cette IT, pour aller plus vite, pour aller droit au but avec les métiers, dans le cadre de projets de transformation numérique, doivent collaborer avec les métiers, ne plus travailler en silo. Ensuite, les départements systèmes d'information doivent capitaliser sur un existant. Il y a déjà de la technologie existante, il y a déjà un ERP, un CRM, que sais-je, une application métier. Donc, l'IT doit certes être à l'écoute des nouvelles demandes métiers, doit être programmatique dans la transformation digitale, mais maintenir des systèmes existants. L'IT aussi va découvrir, je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'organisations, une informatique parfois un peu parallèle, cette shadow IT, et doit prendre la main sur ces briques un peu parallèles et proposer une solution pour faire évoluer et avoir une trajectoire de transformation numérique. Enfin, on a de plus en plus de contraintes de sécurité. Vous savez, l'actualité autour de la cybersécurité, autour de la conformité de vos différentes activités. L'IT est au cœur de ces problématiques. C'est ce qu'on doit relever comme défi dans ce qu'on doit avoir de manière programmatique dans nos projets de transformation digitale. Il y a des tendances, il y a des contraintes qui apparaissent sur ces chemins de transformation digitale. Le fait est, la crise Covid nous a fait fortement accélérer, mais on va vers un développement accru, quantifié de manière significative de développement d'app. Certaines études, on parle du Gartner, d'IDC, de Forrester, montrent qu'on va développer au cours des 3 prochaines années quasiment ce qu'on a fait depuis les 40 dernières. Ensuite,
cette augmentation de la demande numérique, elle doit aussi toucher ce qui est déjà digitalisé. On peut encore gagner en automatisation sur ce qui est déjà digitalisé. L'ensemble des collaborateurs, des managers, des directions ont aussi évolué dans leur manière de penser. Les métiers ne sont plus simplement consommateurs de technologie, ils sont partie prenante, certes dans la définition de leurs besoins, mais aussi dans la contribution sur le développement d'apps, et y compris au contact de professionnels de l'IT et donc de nos fameux développeurs. Et quoi qu'il en soit, vous connaissez l'impact ressources humaines et l'impact de la digitalisation auprès des employés. Les employés très clairement préfèrent avoir un contexte de travail où on va leur offrir des outils digitaux pertinents avec la meilleure expérience utilisateur, avec une simplification au quotidien. Mais le constat est que pour répondre à cette augmentation de la demande numérique, pour satisfaire l'état d'esprit de l'ensemble des forces vives des organisations, malheureusement, on a une pénurie de cerveaux côté ressources IT. Oui, il nous manque des pro-dev. Oui, on a du mal à embaucher et à retenir nos talents technologiques. Et je ne parle pas forcément pour nous, entreprises de services numériques, mais pour l'ensemble des acteurs et vous, entre autres, clients. Aujourd'hui, et cet iceberg doit être aussi, je dirais, votre situation actuelle, on a, côté IT, des programmes de transformation digitale. Ces programmes sont bien ordonnancés, des jalons sont lisibles, on va rationaliser le parc existant, on a des trajectoires pour prioriser la modernisation d'anciennes applications. Bref, tout ça est programmatique. Maintenant, on a une informatique un peu parallèle, des tableaux Excel avec des macros que plus personne ne sait maintenir, des bases Access, des vieilles messageries, des formulaires. Peut-être aussi que des métiers se sont dotés de leurs propres outils, soit de pilotage, de type ticketing, de service client, d'outils de contrôle qualité si on est en production ou ce genre de choses. Bref, une partie donc immergé en fait, qui échappe et donc qui crée des risques d'un point de vue système d'information. Qui gère? C'est quoi la visibilité? Quelle est la compliance vis-à-vis des réglementations, protection des données, réglementation peut-être sectorielle? Qui gère le partage? Qui donne les droits sur ces applications? Bref, on propose du digital peut-être, mais aujourd'hui, sans réelle, je dirais, gouvernance IT et surtout, ça échappe totalement au plan de transformation digitale. Avant de rentrer dans la promesse du low-code, no-code, Power Platform, quelques définitions pour vous montrer comment on va faire émerger de notre iceberg eh bien, une trajectoire réellement maîtrisée. On a beaucoup de littérature autour du no-code, low-code, pro-code. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas un technique. J'ai la chance d'être complété aujourd'hui par Pierre, donc je suis plutôt no, voire low-code. Ça veut dire que no-code, je vais être capable d'aller sur une plateforme, bénéficier d'assistants, de formulaires, de formules en cliquer déposer ou d'emblée de composants existants en cliquer déposer, voire faire appel à d'autres composants peut-être d'intelligence artificielle, mais qui sont déjà, entre guillemets, packagés. C'est ça le no-code. En aucun cas, je vais ouvrir en fait une ligne, si ce n'est de formule. Bon, formule, je suis quand même un utilisateur assez avancé d'Excel. Donc oui, dans Excel, je fais personnellement un peu de low-code parce que je sais faire des formules un peu complexes autour, par exemple, de nos formules préférées de recherche verticale ou ce genre de choses. Donc
Là, on serait sur une étape de low-code, bon, avec du métalangage, de l'algorithmie et, on va dire, du stockage un peu simple. Après, et là, ça sort totalement de mon champ de compétences. On a le pro-code où là, il faut sortir la ligne de code, il faut aller construire des objets, il faut aller créer une architecture applicative, faut utiliser des frameworks de développement et d'avoir des contraintes de stockage très avancées. Pierre, là-dessus, peut-être que tu vas ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que les trois métiers autour de ce qu'on appelle les plateformes low-code, no-code, et qui vont des fois certainement plus loin, en fait, la Power Platform, elle, a la faculté de pouvoir accueillir en fait ces trois façons de développer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, et on le voit dans Excel, et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que tu es capable dans Excel de développer au début avec une colonne, on commence à marquer ses données, on commence à faire des formules, on commence à utiliser des assistants pour aller un peu plus loin, on commence à faire des tableaux de bord, on commence après à aller beaucoup plus loin, des fois dans du code pour certaines personnes. Mais la même plateforme, elle a accueilli tout d'un coup quelqu'un qui était néophyte, qui était capable d'aller sur des fois sur des fichiers Excel, des fois même qui dépassent moi mes compétences de technicien, de dev, hein, parce que des fois c'est une montagne d'ingénierie dans ce petit logiciel. Mais en fait, la Power Platform, c'est exactement cette façon de penser-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre dans les mains des choses dans les gens qui font fabriquer des applications à partir de rien, donc en no-code, en glisser-déposer avec plein d'assistants. Et on va pouvoir fabriquer des applications extrêmement compliquées, extrêmement complexes, en équipe, et des fois qui vont atteindre des volumétries et tout un tas de choses très compliquées. Mais voilà. Et ça, c'est compliqué à comprendre parce que il n'y en a pas énormément sur le marché qui arrivent à atteindre ce niveau-là. Et Très justement, en bonne, fait, très bonne dans le slide transition, d'après, Pierre. on en parlait. Très bonne transition. Donc, le fait est, la Power Platform va nous permettre de nous positionner en fait tant en plateforme, tant en solution de no-code, low-code, tant en solution de BI et de reporting, d'avoir aussi cette Power Platform, comme le disait Pierre, en environnement de développement très avancé, voire de l'automatisation avec le RPA et bien entendu avec des briques en fait d'intelligence artificielle. Donc la proposition de valeur en fait de cette Power Platform, elle est complète avec selon les différentes études, une place de leader ou challenger comparée à la concurrence qui elle répond à à une brique, je dirais, unique de cette proposition de valeur de l'automatisation et de la transformation digitale. Allez, concluons sur ces définitions. Ce qu'on va vous présenter, cette Power Platform, ce no-code, low-code, va vous permettre de rapidement développer sans ou avec très très peu de code, d'être sur l'expérience utilisateur ou l'expérience client, bien entendu, si on fait des applications ouvertes vers l'extérieur, donc avec un souci du XUI plus intuitif, plus visuel, plus simple. L'idée, c'est d'impliquer aussi et donc de démocratiser la réalisation d'apps auprès des métiers sur des populations non techniques à la base, d'accélérer les temps de production de ces nouvelles apps et donc de gagner aussi quelque part en coût de réalisation et de s'appuyer sur un environnement totalement packagé, gérant les environnements pour simplifier la vie du déploiement. On va parler de plateforme. Et c'est une plateforme. Donc, on a nos 5 briques de la Power Platform sur un socle un peu plus technique. Power Apps pour développer nos applications. Power Automate pour automatiser les processus, voire faire du RPA. Du Virtual Agent, c'est le chatbot qu'on va être capable d'intégrer sur un portail, un site web. C'est le chatbot de Teams, par exemple. Pages, faire du portail, donc intra, extra, hein. On peut proposer une expérience client avec ce portail Power Pages, Power BI que vous connaissez aussi depuis longtemps pour faire du reporting. Tout ça sur un socle technique avec et la richesse de cette
Power Platform, c'est sa capacité à nous interconnecter. On a environ 1 millier de connecteurs standards avec des solutions ERP, CRM du marché, des outils un peu plus métiers de type marketing, de type service client. Bref, un catalogue énorme et bien entendu, cette capacité, si d'aventure il y avait besoin de faire un connecteur qui n'existerait pas, eh bien de personnaliser ces connecteurs. On a des composants d'intelligence artificielle qui sont disponibles dans cette Power Platform. Cette Power Platform dispose de son propre modèle de données, qui est le Dataverse. Et pour ceux qui connaissent Dynamics Customer Engagement, savent aussi que c'est la base de données de notre Dynamics Customer Engagement préféré. On l'a dit, pour les pro devs, eh bien, il y a du langage, c'est le PowerFX, et bien entendu, tout ça est managé. Quand on parle de la Power Platform, on parle de l'ensemble de ces briques. Dans Power Platform, il y a plateforme. Dès lors qu'on aura adopté cette Power Platform, dès lors qu'on aura commencé à monter en compétences, nos métiers, qu'on va appeler Citizen Dev, nos Pro Dev, eh bien, l'IT, nos directions des systèmes d'information auront non pas des suites d'apps à valider, mais auront validé en fait une plateforme qui va donc répondre à des problématiques d'harmonie technologique, va répondre à des normes aussi programmatiques sur les plans de transformation digitale et répondre à toutes les règles de compliance, qui va nous permettre eh bien, d'être planifié, d'avoir un schéma global et surtout eh bien, de neutraliser l'ensemble des composants de notre informatique parallèle, notre fameuse Shadow IT. L'idée, très rapidement, je ne vais pas faire de l'analytique sur les chiffres, mais comme on l'a dit depuis le début, simplifier en accélérant les délais de production, en réduisant les coûts, créer des apps, et dans le monde des apps, on est dans l'expérience utilisateur, dans l'expérience client. On est aussi eh bien, dans des contraintes où on doit faire plus avec moins, donc d'avoir un ROI beaucoup plus significatif. Et aujourd'hui, les études, notamment Forrester, démontrent qu'avec le low-code, la Power Platform, on arrive à des chiffres importants en matière de gains et de maîtrise des coûts. C'est un travail en équipe, la construction des apps avec le low-code et la Power Platform. On va distinguer des métiers, alors des gens qui ont une certaine appétence technologique, nos citizen dev, qui vont être capables de réaliser des apps. Et Pierre vous montrera là dans quelques secondes comment il est simple de réaliser des apps. Nos citizen dev vont exprimer leurs besoins, vont réaliser leurs apps, vont travailler avec un deuxième métier, les développeurs pro auxquels on va faire appel sur eh bien, de l'enrichissement de composants informatiques, de composants de développement, de la conception d'architecture, peut-être de l'interconnexion de bases de données. Et le tout va fonctionner en symbiose, en équipe. On parle de Team Fusion pour la réalisation de ces apps. On voit bien comment on va briser les silos et quelque part enrichir la collaboration au travers de ces solutions low-code. Mais bien entendu, il y a du travail pour tous. Il y a vraiment du travail pour tous. Notre Power Platform qui va s'adresser aux citizens et aux pro-dev. Les pro-dev ne sont jamais laissés de côté. Ils ont la supervision, ils ont la gouvernance. Ils ont aussi les tâches un peu plus complexes. Et bien entendu, dès lors qu'on a besoin de créer des objets, ils retournent vers leurs outils préférés. Alors, Microsoft, certes, mais pas que. Mais pas que. Si j'ai investi sur d'autres types de développement de langage objet, eh bien, on fera cohabiter tout ceci. Allez, un dernier slide de transition avant de faire une plongée dans la Power Platform. L'idée, c'est d'aller, comme on l'a dit, vite, simplement, créer des outils digitaux là où ce n'est pas encore digitalisé,
connecter l'ensemble des données de l'entreprise, mais aussi l'ensemble des services d'entreprise, et bien entendu en respectant des règles de sécurité et de la compliance. Pierre, Merci comment ça Thierry. se passe Ouais, très derrière le bien. miroir? Ça se passe bien. On va regarder comment ça se transforme. Alors, hop, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon C'est écran? parti, Pierre. Oui. Ok, très bien. Donc, sans vous mentir, comme le temps était compté, j'ai préféré assurer et j'ai enregistré vraiment une vidéo hier soir d'exactement ce que je vais faire. Donc, la Power Platform, c'est quelque chose qui est en SaaS. Donc, c'est quelque chose qui est disponible que par un site web. Pour créer sa plateforme, Microsoft va accompagner dès le début, va déjà proposer des applications qui sont déjà clés en main à partir de templates. Des templates qu'on peut déjà utiliser comme ça, rapidement, pour voir un peu ce que ça donne. Ces templates vont avoir plusieurs métiers, plusieurs use cases. Là, par exemple, on est dans quelque chose qui va nous permettre de faire une requête et d'accélérer un peu le passage, d'éviter l'échange de mails, etc., etc. Donc, on va avoir un échange de requêtes, une validation du manager, mais en fait, dans la même plateforme de démo, on va pouvoir, comme ça, réaliser un peu ça. Ça, c'est ici, on n'est que sur un peu, on regarde ce qui se passe, on voit, on clique, comme ça nous plaît. Si tout d'un coup, je demande à créer ce template, ben, le template sera ici et sera entièrement modifiable par moi. Tout ce qui est à l'intérieur sera modifiable. On pourra mettre nos icônes, on pourra changer les boutons, on pourra changer tout le comportement. C'est juste des templates de prêt pour pas ne partir de zéro. Et après, on va avoir, par exemple, là sur un autre exemple, on va avoir la partie expense, alors, quelque chose qui existe énormément, la partie expense où on va avoir gestion des notes de frais. Là, par exemple, un rapide exemple pour vous montrer qu'on va avoir plusieurs formats un peu d'applications qui sont disponibles. Un autre format, et donc ça, c'est ce qu'on appelle des formats basés sur le modèle. Et là, pareil, toujours en preview, hein, donc on n'installe pas, on regarde, on bidouille, on regarde comment ça fonctionne. Et là, on va être sur quelque chose qu'on connaît plus, type ERP. On va avoir des tableaux de bord, on va avoir des choses qu'on connaît autour de listes, de formulaires avec des modifications. On va pouvoir comme ça creuser à l'intérieur de notre modèle de données. On va voir ici des listes éditables, comme à la Excel directement. On va éditer, on va pouvoir aller creuser notre modèle, potentiellement aller modifier des informations. Chaque champ est modifiable à chaque fois. Microsoft, en fait, a pris l'engagement dedans de vous rendre plus simple le développement parce qu'il est basé sur le modèle et on verra dans l'exemple qu'est-ce que ce modèle, justement. Là, par exemple, on a voilà, une modification de ça. Maintenant, on va vraiment commencer à fabriquer notre application. Et pour ça, on peut partir de zéro. Voilà, on peut partir d'une application depuis rien du tout, ou on va partir à partir de données. On peut partir de plusieurs types de données. On l'a vu, Dataverse, SQL Server, etc., même Salesforce si on veut. Ici, je vais partir d'Excel. Et donc, le fichier Excel que je vais prendre, c'est un fichier Excel très simple. D'accord? Ce fichier Excel, il va contenir des noms, des téléphones, même une colonne qui va faire un lien sur des images. Et directement, ce fichier Excel, je vais demander à, à Power Apps de créer une application à partir de ça. Donc, lui m'identifie le fichier Excel, m'identifie à l'intérieur qu'il y a une table qui est ici. Et donc, lui va fabriquer une application de départ. Voilà, c'est vraiment une application de départ et tout ce qui est dedans est complètement modifiable. On peut modifier l'ordonnancement, on peut supprimer, etc., etc. Dans Power Apps, vous voyez, en fait, on a tout de suite l'application qui est ici en type mobile. On peut très bien forcément la déployer dans des tablettes, etc. Enfin, après, on en parlera un peu plus. Et ici, quand on crée une Power Apps, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de différence entre la création et le run. D'accord? C'est toujours c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'exécuter, de compiler. Tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va coder, on le voit en temps réel. D'accord? Et donc, à chaque fois, vous allez voir un peu ça.
Là, on est sur l'affichage des données. Et donc, à chaque fois, ce que Thierry vous a dit, la partie low-code, no-code, là, on est sur une plateforme low-code. Donc, normalement, il faut des formules. Et on les voit un peu ici en haut à la type Excel, hein, d'accord? Ce type de Power App, c'est comme si on était dans du PowerPoint développé avec des formules Excel. Et ces formules Excel, elles sont là-haut. Et pour aider en fait l'utilisateur, ben, on va en fait avoir tout un tas d'assistants. Et là, par exemple, on a affiché en fait les données, mais les données ne lui correspondaient pas. Donc, on affiche directement des aides à l'utilisateur pour dire, bah, tiens, tu peux utiliser ça. Voilà, tu peux utiliser plutôt ce modèle-là. L'image, elle s'affiche pas, très bien. Ben, je vais commencer, moi, un peu à aller faire pointer cette image directement sur la photo qui se trouvait dans mon fichier Excel, qui était une URL. Et automatiquement, le système va aller récupérer l'image et l'afficher à l'utilisateur. Ça reste assez simple, mais on va essayer dans notre application d'aller un peu plus loin. Par exemple, là, j'ai demandé une nouvelle chose, donc je réordonnance un peu mes champs en demandant un nom complet sur le devant. Ici, je vais plutôt mettre un email ou un téléphone. Voilà. Et tiens, ce téléphone m'embête un peu parce que le formatage de ce téléphone, c'est pas tout à fait ce que je veux. Et donc, je vais pouvoir avoir, ben, plutôt que de remarquer des formules, pareil, je vais avoir la possibilité de, par l'exemple, demander à Power Apps de me générer le code qui va en fait vouloir faire mon résultat. Donc, je lui donne le résultat et lui me donne le code. Et lui, le code, il est là. Il me l'a généré. Il m'a dit, bah voilà, ton format de mail est comme ça, voilà ce que je vais faire. Moi, je veux dire, je veux mettre phone devant, automatiquement, lui, il va me faire la concaténation des chaînes de caractères. Il fait tout tout seul. Voilà. Et si je suis d'accord, je clique dessus, je valide, j'applique, et automatiquement, on voit la formule qui se retrouve en haut dans ma barre Excel. C'est vraiment ça qu'il faut voir dans cette plateforme, cette façon, en fait, d'être en low-code, mais avoir tout un tas de petits raccourcis d'aide là-dessus. On a tout un tas d'icônes. Quand on veut créer en fait une application, on va vouloir avoir des icônes un peu partout. Ici, je les change parce que c'est parce que j'ai envie. Si j'ai envie d'avoir des icônes de ma société, je peux aussi bien les mettre. Et forcément, ces icônes, je peux les mettre là où je veux. Voilà, là, je les mets ici pour pouvoir pour pouvoir faire mon application. À chaque fois, l'exécution, hein, c'est juste du plein écran à chaque fois qui est là. L'application m'a créé un champ de recherche, d'accord? Ce champ de recherche, il est basé sur le nom parce qu'il s'est aperçu que c'était un nom qui était déjà qui était là, qui voulait dire quelque chose. Donc il dit, je vais passer ce champ de recherche et ça me permet d'aller sur un nouveau formulaire. Et donc ce formulaire, c'est un formulaire de visualisation. Vous êtes en liste formulaire, toujours pareil. Et toujours pareil, l'assistant qui va nous permettre de ordonnancer mon application. Ici, je vais les avoir plutôt sur deux colonnes. Il y a des choses que je vais mettre en une colonne. Bref, je vais avoir tout un tas d'assistants qui vont me permettre de construire mon application et forcément d'aller plus loin. On le voyait, par exemple, l'image était affichée comme une URL. Moi, ce que j'ai envie, c'est plutôt bah, cette image-là, l'afficher vraiment en image. Et ça, ben, je vais pouvoir le mettre à la main et rajouter maintenant à l'intérieur un composant qui va me permettre d'afficher l'image. Donc là, on le voit sur le côté, on a tout un tas de composants. Et donc, si vous avez un composant qui vous intéresse, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de composant, et si vous avez un composant peut-être spécifique, vous pouvez vous le créer. La plateforme vous permet de donner ça dans la main des procodes pour aller créer des composants. Là, on le voit, on va taper exactement la même formule d'appeler en fait la galerie photo, donc qui était notre liste, et de dire bah, celui qui a été sélectionné, tu me ramènes la photo qui est là. Voilà, très simplement, comme ça, si je reviens en arrière, je peux resélectionner en fait un enregistrement. Et ici, on va voir les modifications. Je pourrais modifier mes données, créer mes données, les supprimer. En fait, toute cette partie application qui a été faite, elle contient déjà toute cette partie-là. Maintenant, on va y faire évoluer mon application, qui est plutôt une liste assez simple. Et ce que je vais vouloir faire, c'est plutôt une application qui va vraiment comptabiliser les présents et les absents. Voilà. Pour comptabiliser les présents et les absents, ben déjà, je veux déjà savoir combien j'ai de personnes dans ma liste, combien j'ai de personnes que je dois évaluer. Ici, je vais passer en mode formule et donc je vais passer sur un mode formule type Excel. Et donc, quand on veut compter les choses, ben, on utilise une formule Excel qui s'appelle count row. On va compter le nombre de lignes que l'on a en fait dans notre liste. Voilà, là, je vais dire, bah,
on compte le nombre, on va compter tout le monde. Là, on le voit à chaque fois, vous le verrez, Power Apps va vous surligner, un peu comme dans Excel, les composants qu'il va utiliser. Donc là, on voit en vert la galerie et on voit dans notre application la galerie qui est là. Donc on avait 50 personnes dedans, très bien. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est avoir une petite case à cocher pour pouvoir créer, dire qu'ils sont présents ou absents. Donc, j'ai utilisé un petit composant. Donc, j'aurais pu prendre une case à cocher, j'aurais pu prendre un champ oui/non, etc. Moi, j'ai plutôt prendre un bouton bascule parce que je le trouve intéressant, parce qu'on va comme ça pouvoir mettre de la couleur et commencer à trouver des choses un peu qui parlent à la personne. Donc, désactiver, activer, ça ne m'intéresse pas vraiment. Par défaut, les gens sont présents, donc je vais remplacer désactiver par présent. Et je vais remplacer activé par absent. Comme ça, en fait, quand les gens sont absents, ben, on verra le petit bouton qui sera de l'autre côté. Je vais même aller plus loin. Je vais demander, en fait, quand c'est présent, ben, c'est du vert. Quand c'est absent, c'est du rouge. Comme ça, moins d'erreurs. Les gens vont voir le rouge. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est le travail que l'on doit faire au moment de la création de mon application. Voilà. J'ai toujours presque fait aucun code de là pour avoir ça. Ici, je vais nommer directement mon bouton parce que comme je vais le réutiliser, en fait, le bouton qui est là, c'est le bouton que je vais réutiliser comme des formules Excel. C'est exactement la même chose. Donc, il faut que j'apprenne à nommer un peu mes composants pour pouvoir un peu développer les choses. Je vais faire augmenter ma petite formule ici et lui demander de compter si ils sont absents. Donc, un count if, comme dans Excel. Je vais compter. Qu'est-ce que je vais compter? Ma galerie, donc ma liste d'utilisateurs. Donc tout de suite, il me le voit, il me l'a authentifié, il m'a mis mon petit cerclage vert en bas, autour de ma liste. Et il dit, et je fais quoi? Seulement si mon bouton bascule a une valeur à vrai. D'accord? Et à partir de là, lui, il va me le compter. On le voit, on appuie sur le bouton, on voit le absent ici qui apparaît qui se compte. Je vais utiliser la formule que j'avais faite tout à l'heure, comme ça j'aurai un nombre d'absents sur une totalité de ma liste qui sera disponible. Ici, on le voit, comme ça, j'ai fait juste un copier-coller et directement, j'ai mes comptages, je vais compter mes absents par rapport à ça. Ça reste relativement simple, ça reste du développement, c'est du pur développement, mais qui est graphique et basé autour des formules, donc cette espèce d'algorithmie qui peut être ici. Je vais aller encore plus loin dans mon application. Ce que je vais vouloir faire, c'est que la personne qui va gérer en fait cette partie absence, je vais lui demander de signer en fait ce qu'il va faire et de envoyer un petit message directement, envoyer un mail par mail et sur Teams le nombre d'absents du jour. Donc là, je mets un composant graphique. Donc vous avez vu, vous avez plein de composants graphiques. Vous avez même des composants de réalité augmentée, des composants pour afficher des barres graphes, etc. Il y a tout un tas de composants. Ici, mon graphique, c'est un graphique pour dessiner, d'accord? Donc, je vais juste, moi, supprimer la palette de couleurs parce que ça ne m'intéresse pas. Et la personne va, comme ça, signer directement là. Je vais même lui mettre un petit message pour dire la signature, c'est ici. Et une fois, en fait, qu'il va avoir signé, il va cliquer sur un bouton et ce bouton va envoyer un mail avec le nombre d'absents, la signature accrochée, d'accord? Et va même l'envoyer sur Teams. Comme ça, on l'enverra à 2 endroits en même temps. Je crée mon bouton, voilà, et mon bouton comme ça, il va demander en cliquant réaliser les choses. Donc un petit essai rapidement, je mets en plein écran, je signe, voilà, et j'appuie. Là, il ne se passe rien, normal, j'ai pas codé mon bouton, j'ai pas développé mon bouton. On va essayer de rester dans. J'aurais pu coder mon bouton avec des formules, mais je vais plutôt passer par le composant Power Automate qui va permettre de cadencer, d'automatiser un peu les choses. Dès que je vais cliquer sur Power Automate, donc la création d'un flow, on voit qu'on a déjà aussi à chaque fois des templates pour vous aider. Microsoft essaye vraiment d'assister les utilisateurs. Et on va avoir mon Power Automate qui va être là, qui va être déclenché, mon Power Automate qui va être déclenché par Power Apps. Je demande la création d'un mail, d'accord? Et dès que je vais en fait avoir le mail, ben, je vais pouvoir comme ça le développer. Par exemple, à qui je vais l'envoyer? Ben, je vais demander à Power Apps de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit bouton Ask to Power Apps qui va en fait à chaque fois demander à Power Apps de passer comment ça s'appelle, en argument les modifications.
On a un petit langage de programmation aussi à l'intérieur qui va nous permettre d'augmenter un peu cette partie Power Automate. Mais ça reste relativement du code assisté comme des développements pur Excel. Ici, je lui ai demandé le nombre nombre d'absents. Ici, je vais lui passer directement la signature en mettant pièce attachée. À chaque fois, Ask to Power Apps. C'est à Power Apps que je lui ai demandé de passer en complément, en argument, les modifications, qui sera directement le fichier signature. Une petite chose, j'allais oublier, la partie Teams. Voilà. Et donc, on le voit ici, on a tout un tas de composants qui sont disponibles. Donc, c'est ce que disait Thierry, c'est qu'on a à peu près une millier de composants qui sont, enfin, de connecteurs qui sont disponibles dans le monde Microsoft et pas que dans le monde Microsoft. Et ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on va pouvoir si là, je le réalise en voie de mail dans la plateforme Microsoft, je pourrais très bien la faire avec du Gmail ou avec du IMAP ou etc. Il n'y a pas de souci. En fait, la Power Platform est agnostique du monde Microsoft. On peut faire tout ce qu'on veut dans le monde Microsoft et hors Microsoft. Ça reste une plateforme ouverte là-dessus. Là, moi, je vais appeler Teams, d'accord, et je vais lui demander de poster un message à travers un chatbot. Et donc, le message va m'interpeller et va me donner directement les informations qui vont être là. Voilà. Donc là, en fait, je viens sélectionner le paramétrage de Teams parce que dans Teams, on a des channels, on a des équipes, on a des chatbots, etc., etc. Donc là, en fait, je vais paramétrer directement ça et je vais l'envoyer qu'à une seule personne. Donc j'aurais pu l'envoyer à plusieurs personnes en même temps, à une seule personne. Là, la personne, je l'écris à la main, hein, donc automatiquement, il va définir, et il va récupérer dans mon annuaire qui est la personne. J'aurais très bien pu mettre la même personne que dans la partie email, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a toujours une assistante, une assistance, même quand vous décidez d'écrire à la main quelqu'un dans un annuaire, ben, il est quand même là. Là, ben, le code, je l'ai déjà écrit. J'ai juste faire un copier-coller. Lui, il sait faire. Voilà, je fais copier-coller. Et automatiquement, il m'a récupéré le Axe to Power Apps que j'avais fait. Et il va, comme ça, me récupérer les informations. Je nomme, d'accord, je nomme un nom. Donc, moi, par convention, je mets toujours PABA, PAB devant. C'est Power Apps bouton. C'est ma convention à moi. En tant que développeur Citizen, ben, j'ai mes conventions. Je valide, je sauvegarde, et tout d'un coup, mon Power Automate arrive dans ma Power Apps. Et comme ça, je vais pouvoir directement le déclencher. Et pour le déclencher, ben, je vais l'appeler. Là, il me demande des paramètres. Les trois paramètres, à chaque fois, j'ai appuyé sur Axe to Power Apps. Donc, je vais dire, ben, maintenant, tu viens envoyer un mail à cette personne-là, d'accord? Tu viens mettre quoi dans le comptage des personnes? Alors, soit j'aurais pu le mettre en paramètres, hein, donc ça, c'est au développeur de faire, hein, il fait ce qu'il veut, ou alors je réécrive à la même formule, ça, il n'y a pas de souci, et comme ça, en fait, on voit la formule qui est là, et donc il va compter le nombre d'absents à l'intérieur. Et de l'image, ben, je vais mettre l'image qui est ici, qui est l'image de la signature. Donc, comme vous voyez, hein, ma formule, elle est là-haut. Ce qui est surligné en vert, ben, on voit que c'est, par exemple, là, la galerie, la signature. Et comme ça simplifie vraiment les choses. Et donc, on peut tester rapidos les choses. Alors, pour le test, vous voyez, plutôt que d'attendre le mail, etc., de perdre du temps, je suis directement allé, je fais Alt-Tab et directement, je vais sur un Tips. Je fais une très jolie signature, hein, elle est magnifique. Et donc, j'envoie directement le rapport. Ça envoie directement le mail et ça envoie directement le Teams. On voit le Teams qui est ici et on voit la modification. Pour vraiment montrer un peu les choses, je remodifie ma signature et comme ça, je vais voir à chaque fois les choses. Le Power Automate, là, il était hyper simple. J'aurais pu vraiment le complexifier en mettant des conditions, en faisant des itérations, etc., etc. Il faut imaginer que vous êtes complètement libre de fabriquer des Power Automate complexes ou dedans, avec tout un tas d'interactions avec tous les connecteurs que vous allez avoir à votre disposition. Donc voilà en fait un premier exemple assez simple ce qu'on appelle une Power Apps type Canvas, donc mode dessin en fait, où on va fabriquer une application. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'était la partie un peu model driven. Et donc là, on va partir plutôt de la même base de données. Donc là, on va partir d'une base de données qui est le même fichier Excel, et je vais l'intégrer dans mon Dataverse, qui est mon outil de stockage de données de la Power Platform.
Le Dataverse a directement un système ETL d'intégration de données, donc qui est basé sur Power Query, que vous connaissez certainement si vous connaissez Power BI. Et donc là, en fait, lui, j'ai tout un tas de connecteurs et je vais aller pointer sur mon fichier Excel. Là, ce que je vais faire, c'est que je prends mon fichier Excel, je vais aller le paramétrer un petit peu, je vais aller le transformer et je vais le mettre, je vais lui dire, bah, tu vas me créer une nouvelle table dans mon Dataverse. Et à partir de cette table-là, je vais pouvoir capitaliser dessus. Le Dataverse, c'est vraiment bien pour ça, parce que le but est capitaliser au niveau de l'entreprise et non pas d'une seule application. Donc, on va voir de la partie transformation, pareil, la présence, est-ce que tu es présent, oui ou non, donc c'est plutôt du booléen. Pareil, on a à chaque fois des types de modifications par l'exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très 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 utilisé dans la plateforme Power Platform. Plutôt que d'essayer de deviner quel est le bon code qu'il faut, on fait un exemple. Donc des fois il en faut plusieurs. Ici il en faudra plusieurs. Par exemple, la première ligne il n'a pas tout à fait compris. Il a peut-être plusieurs solutions. Dès qu'on va faire une deuxième ligne, il va comprendre tout de suite de quoi il voulait faire et il va nous écrire la formule. Voilà. Euh, Là, il nous écrit cette formule. Il va, comme ça, on va pouvoir vraiment formater nos données et, et supprimer, par exemple, cette colonne que maintenant, moi, je veux juste garder mon, mon formatage. Une fois que c'est OK, je vais lui dire, bah, plutôt que charger ça dans une table existante, tu vas me créer une nouvelle table. D'accord? Voici le nom. Je vais garder le nom standard. Tu vas me prendre en champ principal le nom complet, qui représente bien vraiment ce que c'est et un matricule qui est vraiment ma clé unique externe, voilà, qui est là. Une fois que c'est ça, bah, lui, il va valider en fait le data flow, d'accord, et il va en fait créer en fait la table. Et une fois que c'est ça, il va l'importer les données à l'intérieur. Ces données-là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Dataverse est intéressant. On peut avoir plusieurs Dataverse sur la plateforme. Vous pouvez créer des Dataverse pour le marketing, des Dataverse pour les commerciaux, etc., etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avoir un Dataverse, c'est tout d'un coup capitaliser sur des choses. Et on va le voir ici, je vais essayer de capitaliser sur des choses qui étaient existantes. Et notamment, j'ai mes listes des employés, mais j'ai des filiales et potentiellement, je voudrais les raccrocher à mes différentes filiales. Et mes filiales, je les ai mis dans la partie compte. Donc là, ici, on voit en fait les données. Je pourrais tout à fait les modifier et les transformer et en rajouter. Je vais pouvoir créer plein de types de champs. Donc, on a plein de types de champs. On a des choses comme stocker des fichiers, stocker des numéros incrémentaux, etc. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rattacher l'entreprise, d'accord, que j'ai basée sur Account. Et donc, je capitalise sur des choses que j'ai déjà fait auparavant. La capitalisation, elle se fait, on le voit ici, pour dire, ben voilà, cette personne-là, elle appartient à telle entreprise. Voilà. Et sur la même plateforme, je peux créer des données, modifier des données, etc., etc. Donc maintenant, je vais créer une model driven, d'accord, une Power Apps model driven qui est basée sur le modèle. Et ce qui est simple, c'est que le modèle, on vient de le faire en fait. On a une liste d'employés avec des filiales, et donc on a déjà un modèle de données. Et donc, ce modèle de données, on va l'implémenter assez facilement. Et ce qui est intéressant dans Model Driven, c'est que ça va très, très vite. Ici, on va sélectionner la liste des employés qu'on a précédemment importés, la liste des entreprises et filiales que j'ai mis dans la table Account. Dès que je vais ajouter, je vais avoir toute cette partie-là qui va être disponible et on voit tout de suite mes listes formulaires, des choses que l'on connaît qui sont disponibles. On voit que là, mon formulaire que j'ai importé, il est très très simple, d'accord? Et il est relativement simple. Et bien, ce que je vais vouloir faire, c'est je vais pouvoir modifier mon formulaire et le modifier assez simplement, un peu comme on a pu voir dans Canvas où on a un assistant. Ben là, c'est à peu près la même chose où je vais mettre les champs qui vont m'intéresser. Et donc, comme ça, je vais mettre tout ce qui va, tout ce que je vais vouloir voir dans mon application. Donc, ce formulaire-là, je vais pouvoir même des composants, etc., etc. En fait, il y a plein de capacités dans cette partie-là. Je vais pouvoir, comme il y a quand même des choses qui sont déjà en place, je vais pouvoir définir des colonnes d'affichage, je vais pouvoir définir des onglets, je vais pouvoir définir des sections, afficher ou pas des sections au fur et à mesure. Je vais pouvoir dire que cette colonne-là, en fait, ce champ-là prend deux colonnes et pas une colonne. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et dès qu'on a enregistré, ben, on voit tout de suite la modification qui est disponible ici.
On n'a pas besoin d'enregistrer, de valider. Tout est ici. Et on va même pouvoir, si j'ai envie de modifier mes données ici, j'ai cette possibilité d'aller modifier. On là va voir sur Celia qu'il n'y a pas d'entreprise et directement aller modifier. Le développeur, comme ça, lui, il voit tout de suite ce qui se passe. Il n'a pas besoin de se rendre compte à l'avance de faire quelque chose et de revenir. Il le voit. Pour aller plus loin, pour vous montrer cette espèce de modèle driven, hein, ce qui est ça qui est intéressant, c'est que si je mets sur la liste des employés, je peux mettre l'entreprise. Ben maintenant, dans mon entreprise, je vais voir la liste de mes filiales, je vais voir ma liste des employés qui sont rattachés. Pareil, je modifie en fait le formulaire. Le formulaire, il existait auparavant parce que c'est déjà un formulaire que j'existais, que j'utilisais. C'est pas grave, hein. Moi, je vais raccrocher un nouvel onglet. Et dans ce nouvel onglet, je vais lui raccrocher ce qu'on appelle une grille, d'accord, qui va comptabiliser le nombre de personnes qui sont rattachées à ma filiale. Donc, ça va afficher ma liste de personnes, voilà, et je vais lui demander d'afficher une grille, donc une sub-grille, qui est basée sur la liste des personnes que j'ai juste auparavant importées. Là, on le voit, c'est disponible. Je sauvegarde. Je pourrais très bien le modifier directement ici, juste me rendre compte de ce que c'est. Voilà, donc je vais cliquer dessus et pouvoir directement modifier ici. Donc je vois qu'il n'y a qu'une seule personne dessus. Je vais pouvoir rajouter soit des nouveaux employés, directement ou là, des employés existants. Et là, je clique et automatiquement, ça va me les rajouter. Et automatiquement, ça me fait le lien. J'ai fait zéro code, hein, j'ai rien fait. Ce qui est intéressant dans les modèles Driven, c'est que c'est hyper simple. C'est responsive, c'est-à-dire que si je déplie ou pas l'écran, ben, tout d'un coup, ça va s'adapter à mon écran. D'accord? C'est en plus offline, d'accord? Ça s'utilise très facilement en offline, comme les Canvas aussi. Si vous n'avez pas de réseau et que vous avez votre application, ça gère en fait toute cette partie-là. Donc voilà. Donc voilà rapidement, Thierry, ce que je voulais vous montrer sur cette partie Power Platform. Beaucoup de choses. En fait, j'ai essayé de réduire un petit peu. J'espère que ça vous aura donné envie de pouvoir développer dessus. Merci Pierre. On a une petite question dans le chat et sur lequel j'aurais aimé avoir un peu d'assistance. Pierre, Power Automate égale Azure Logic Apps. On nous demande ça. Alors, c'est un peu Azure Logic Apps, c'est une, si vous connaissez Azure Logic Apps, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Azure et c'est la possibilité de fabriquer en fait les flows comme on a fait un peu tout à l'heure. La seule chose que l'on va avoir dans Logic Apps, c'est que le code, en fait, quand on vient mettre les petites boîtes, le code qui est derrière, qui est généré par ces petites boîtes, dans Logic Apps, il est modifiable. Et donc, on peut le modifier, on peut modifier ce code-là. Et donc, ce qu'on ne peut pas faire de l'autre partie Power Apps, Power Automate. Par contre, dans Power Automate, on a un peu plus de connecteurs, on a un peu plus d'interaction avec la partie Office qu'on n'a pas sur la partie Logic App. Logic App est un peu la partie technique de la partie Power Automate, d'accord? C'est la partie vraiment dédiée sur la partie Azure, qui est énormément pour automatiser la partie Azure. Bon, moi, je l'utilise beaucoup pour ça, ou aussi pour des fois de l'intégration de données spécifiques. Par exemple, dès qu'on veut, il a un connecteur qui n'a pas dans la partie Power Automate, qui est toute la partie EDI, qui est dans la partie Logic App. Voilà. Il faut savoir que Power Automate se paye en fait à l'utilisateur, mais Logic Apps se paye à la consommation. Donc ça aussi, c'est des choses à voir en fonction de vos utilisations. Merci Pierre. On va aller très vite sur la dernière partie de notre webinaire. Euh, des apps, de l'automatisation, vous en avez dans tous vos métiers. On a des cas d'usage transverses entre les fonctions ressources humaines, finance, IT. On est capable d'aller faire des apps côté supply chain, côté commerce, côté marketing. La richesse en fait de cette Power Platform, c'est de vous aider en fait à aller digitaliser ou à moderniser des processus, apporter de l'expérience utilisateur, apporter de l'expérience client dans n'importe quel département de votre organisation.
mais aussi en capitalisant sur de l'existant. Peut-être que vous avez encore une fois un écosystème non Microsoft avec du SAP, de Oracle, du Salesforce. Peut-être que vous avez des environnements de développement plutôt orientés objet ou web. Eh bien, la Power Platform, grâce à sa capacité d'interconnexion, va nous permettre d'aller chercher des cas d'usage à digitaliser, y compris en environnement non Microsoft. J'ajouterais même, y compris peut-être en environnement non cloud. On est capable de créer des passerelles entre des applications qui seraient encore hébergées sur votre infrastructure ou sur l'infrastructure de votre hébergeur et d'aller en réaliser des apps. On va s'appuyer sur donc l'ensemble des plateformes. On est capable d'interagir avec vos outils du quotidien, créer des apps donc avec Power Apps, Power Automate et toute la suite. Mais bien entendu, avec cette notion de plateforme qu'on a vue sur notre iceberg, qui aura été préalablement, je dirais, validée par votre service IT. On a des cas d'usage vraiment, vraiment partout. Alors, donc là, on a voulu illustrer sur quelques petits exemples. Là, c'est notre demande de télétravail chez Prodware. Donc, très, très rapidement, une petite app Canvas développée pour recueillir des demandes de télétravail et d'avoir des workflows, comme l'a montré Pierre, par mail ou par Teams pour valider ces demandes. Des apps possiblement réalisables pour des fonctions commerciales avec du sélecteur de produits et de services pour aller faire du devis, des apps de direction financière pour évaluer des risques projets, où là, on voit qu'on mixe à la fois de l'app proprement dite et du tableau de bord Power BI ou même des composants décisionnels de Power App. On a bien entendu la capacité à aller faire des apps beaucoup plus métiers pour aller, là, dans notre cas, là, c'est pour aller réceptionner et contrôler des éléments, des marchandises sur le terrain, aller faire des inventaires dans des entrepôts ou dans des magasins. Enfin, éventuellement un autre cas d'usage pour les techniciens qui sont sur le terrain, d'avoir une app qui leur facilite la vie pour aller changer un équipement. J'ai été très très vite, mais les durées de développement, elles sont relativement courtes. 3 jours pour le télétravail, une dizaine de jours pour la direction commerciale, etc., etc. Fini les grands projets de développement, de déploiement, oui, qui durent des mois et des mois. On est sur des petits projets et la Power Platform nous permet comment dire, de gagner ce temps et donc de réduire ses coûts. Maintenant, qui dit petit projet, qui dit aller vite, dit qu'on n'y va pas quand même n'importe comment. On y va avec de la méthodologie. On y va, bien entendu, avec un besoin qui est défini par le métier, avec une app dont la vocation, dont le retour sur investissement sera la simplification du quotidien d'un utilisateur, son expérience ou l'expérience, bien entendu, d'un client, et donc de créer des automatismes. On va cadrer, on va réaliser en mode agile et on va déployer. Réalisation agile, ça va nous permettre aussi, entre éventuellement interaction citizen dev, pro dev et métier, eh bien, de juguler l'effet tunnel d'un grand développement et de présenter pas à pas la réalisation de notre application. On va être capable de vous accompagner sur la réalisation d'app en centre d'excellence, donc vous aider à vous structurer en tant que réalisateur d'app par vos propres moyens, en formant vos équipes de citizen dev et de pro dev. On va être capable de vous aider en réalisant pour votre compte des apps et on va être capable de vous conseiller de faire de la formation sur cette Power Platform. Notre proposition de valeur, côté Power Platform, côté Prodware, eh bien, c'est de vous accompagner et de vous permettre d'accélérer sur votre transformation digitale. Avez-vous des questions? Merci Thierry, en tout cas. Est-ce qu'on a des questions?
Amélie, si tu nous entends, tu as ouvert les micros? Oui, normalement, j'ai activé les micros de tous. N'hésitez pas. Profitez de la présence de Pierre. Regarde dans le chat. Écoutez, l'ensemble des Ouais, moi équipes j'ai sont… peut-être une question. Allez-y, allez-y. Donc effectivement, CitizenDev pardon, est donné des droits à nos chers utilisateurs pour faire des applis et se faire plaisir, c'est certainement une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a comme, est-ce que vous mettez habituellement en place une gouvernance là-dessus? Parce que ça peut, j'imagine, selon le nombre d'utilisateurs, partir un peu dans tous les sens. On peut se retrouver avec un parc d'applications Power App divers, variés, voire perdus à un moment donné. Qu'est-ce que vous mettez en place pour gérer globalement ce parc d'applications à terme? Alors, globalement, le fait est, l'idée, c'est de laisser comment dire, les citizen dev. Mais comme on l'a indiqué initialement, avant de laisser courir la Power Platform, d'un point de vue IT, on va marquer, on va dire, les règles du jeu. On va valider la plateforme et dans la plateforme, on va aller quelque part autoriser tel ou tel type d'usage. Par exemple, bien entendu, on va peut-être pas ouvrir dans un premier temps la capacité à aller aspirer de la donnée, à aller la créer ou l'enrichir sur d'autres types d'applications. Bref, on va être capable, composant par composant, de donner les règles de l'art. Bien entendu, ensuite, on va accompagner, on va former les métiers. Et bien entendu, pour la gouvernance, on a tout un tas de tableaux de bord et de cockpits donc, fournis pour piloter les usages, faire du rating, si je puis dire, sur l'utilisation des apps, voilà, d'avoir un cycle de vie de ces applications. Donc, c'est pas open bar. Pierre, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, mais c'est exactement ça en fait. Ce qui est important, c'est que, et ça, c'est un vrai sujet autour de cette gouvernance, et depuis maintenant 2 ans, c'est le sujet number one sur cette partie-là, sur la partie Citizen Dev. Il faut pas, et moi j'ai à peu près tout vu, hein, des gens qui contraignaient énormément les utilisateurs ou des gens qui les laissaient trop libres. Il faut avoir un juste milieu, il faut avoir des KPI intéressantes dès le début pour savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Cette gestion d'application, elle doit être faite à un moment donné pour être sûr qu'il n'y ait pas des doublons et qu'on paramètre pas trop d'applications. Parce que l'application qui est fabriquée, c'est aussi une perte de temps de l'utilisateur, etc. Il faut aussi l'aider là-dessus. Donc, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et c'est une vraie transformation dans l'entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que mettre du low-code, no-code dans une entreprise est forcément une transformation de l'entreprise. Et donc, il faut l'accompagner, il faut la gérer. Et donc, Microsoft se propose avec tout un tas d'outils, comme Thierry disait, et de bonnes manières de faire autour de cette plateforme. Ben, on essaye d'accompagner un peu cet usage-là. Et vous avez des notions d'ABAC, finalement, de charge, cette charge de gouvernance, d'accompagnement, rapportée, j'en sais rien, au nombre de citizen dev, au nombre d'applis Oui, oui, on a des ABAC, ça dépend vraiment des tailles Ouais. d'organisation, ça dépend des règles, comme le disait Pierre. Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on a une approche un peu plus sécurisée? Écoutez, je serai à votre disposition pour en discuter de manière détaillée. D'accord, je vous remercie. D'autres questions? Nous allons donc clôturer ce webinaire. Merci pour votre écoute. Bien entendu, l'ensemble des équipes est à votre disposition pour avancer sur ces sujets Power Platform. Pierre, un grand merci pour ta participation. Ouais, avec un grand plaisir de m'avoir invité. Merci Thierry. Voilà. Et restez connectés côté Prodware dans la mesure où nous allons réaliser chaque mois un webinaire sur une thématique autour de cette Power Platform. Il y a tellement de choses à découvrir, Pierre. Ouais, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de choses. Et j'en découvre tous les jours. Pourtant, ça fait presque 10 ans que je travaille dessus. Merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.